Au sommaire de cette édition, le samedi 6 mai 2017, s'est tenue l'apothéose du Festival international de guérison. Au Burundi, sommet de la communauté d'Afrique de l'Est. À l'international, France Macron succède à Hollande. Terminant sport mondiaux d'athlétisme 2017, les entraîneurs recevront des médailles. Enfin, nous avons sur notre plateau le pasteur Nicré. Il est présent pour nous parler du pèlerinage en Israël. Bienvenue à tous, c'est toujours un plaisir de vous présenter ce journal. Débutons en Côte d'Ivoire. Le samedi 6 mai 2017 s'est tenue l'apothéose du Festival international de guérison et de délivrance organisé par les Fils de la Destinée. Reportage. Réjouissances, célébrations et adorations sont montées vers le trône céleste ce samedi 6 mai 2017 au camp de prière, le Bon Berger international situé dans la commune d'Abobo-Bessé. En effet, ce jour marquait l'apothéose du programme intitulé le Festival international de guérison et délivrance, débuté depuis le mercredi 5 mai et initié par les Fils de la Destinée. Au nombre des orateurs présents, le révérend prophète des nations, Germain Ouedraogo, l'apôtre Mensa, le prophète Yao et l'évêque Dipro Josué Iyel, père de la mission. L'homme de Dieu, le révérend prophète Germain Ouedraogo, a enseigné le peuple sur le thème du jour. Dieu est Dieu parce qu'il est Dieu 3 fois saint. Il est inégalable parce qu'il est pur. Il est saint. Personne ne peut renverser Dieu parce qu'il est saint. Il n'est pas dans les magouilles. Il n'est pas dans les combines. Il n'est pas dans les mensonges. Il n'est pas en train de manipuler quelqu'un. Il est digne de confiance. On peut lui faire confiance. On peut compter sur lui. Il ne trahit personne. Il n'abandonne pas ses amis. Même si c'est ton grand-père qui a fait l'alliance, il va te rappeler qu'à cause de l'alliance de ton grand-père, il sera avec toi. L'alliance de ton père, il sera avec toi. Cette conférence internationale avait pour objectif principal de contribuer activement à l'épanouissement financier de l'Église. Parlons Afrique. Au sommet de la communauté des États de l'Afrique de l'Est se tient ce mercredi au Burundi. Ce sommet qui a consacré à la crise burundaise devait se tenir le 28 avril dernier à Dar el-Salam. Regardez. Un sommet des chefs d'État de la communauté des États d'Afrique de l'Est consacré à la crise politique au Burundi se tiendra le 10 mai en Tanzanie. Initialement prévu pour le 28 avril à Dar es-Salam, le sommet convoqué par Benjamin Kappa, le médiateur dans la crise burundaise, résulte notamment de l'échec rencontré lors des discussions pour la paix entre l'opposition et le pouvoir en place à Arusha. En effet, le gouvernement et le parti au pouvoir refusent toujours de s'asseoir à la même table que le Sénarède, la principale coalition de l'opposition burundaise, pour discuter des modalités pour une sortie de crise dans le pays. Nous attendons donc donner notre voix, apporter notre pierre pour l'édification d'une communauté stable, prospère, et nous attendons aussi que la communauté nous prête main forte pour sortir, donc pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Les différents pays membres de la sous-région vont se réunir pour étudier les obstacles au processus de paix au Burundi. Le facilitateur du dialogue s'est engagé à régler la crise burundaise d'ici juin 2017. Après maintes échecs, ce sommet serait l'une des dernières chances d'atteindre cet objectif. C'est le sommet de tous les espoirs, mais aussi de tous les désespoirs. De tous les espoirs parce que nous estimons qu'il est plus que temps que les chefs d'État de la sous-région prennent le taureau par les cornes et qu'ils imposent à M. Nkurunziza qu'il accepte de négocier avec l'opposition et toutes les forces vives de la nation opposées au troisième mandat sans condition. Si pour le moment la présence du président burundais Pierre Nkurunziza à ce sommet n'a pas encore été confirmée, selon le porte-parole de la présidence, le pays sera à coup sûr représenté au plus haut niveau. Ce sommet a reçu le soutien du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui vient par ailleurs de nommer un nouvel émissaire des Nations Unies au Burundi, en la personne de Michel Kafondo, ancien président burkinabé. Le parti du président Abdelaziz Bouteflika, le LFN, est arrivé en tête des élections législatives en Algérie. Le LFN a remporté 164 sièges
selon les résultats préliminaires annoncés par le ministère de l'Intérieur. Un résultat sans surprise. Les partis du Front de Libération Nationale et du Rassemblement démocratique ont remporté la majorité absolue aux élections législatives. Mais le véritable enjeu de ce scrutin, c'est la participation, avec un taux de 38,35%, soit moins que les 42,90% de 2012, selon les chiffres officiels. De nombreux Algériens n'ont pas caché leur désintérêt pour cette élection, qui renouvelle les 462 députés du Parlement. Ils nous font sans cesse de fausses promesses. Aucun d'entre eux ne m'a convaincu. Ils se moquent des jeunes. On vit dans la misère ici. On n'a pas d'emploi. On ne peut même pas fonder une famille. Rien. Pour montrer l'exemple, Abdelaziz Bouteflika a fait hier son apparition dans ce bureau de vote d'Alger. Une image rare, le président algérien ne se montre quasiment plus en public depuis sa dernière prestation de serment en 2014. Une absence qui contribue à alimenter le ras-le-bol de nombreux Algériens et le sentiment d'immobilisme politique. L'Assemblée nationale, dont les pouvoirs sont limités, est également perçue comme une simple chambre d'enregistrement. Un résultat qui entérine donc le statu quo dans un pays économiquement affaibli par la baisse des revenus du pétrole. Il y a 7 ans, Palma se voyait en capitale d'un nouveau Qatar africain, symbole de l'avenir radieux et de l'économie du Mozambique. Mais le rêve gazier de ce village de pêcheurs tarde à se concrétiser au point de prendre des allures de mirage. Entre cocotiers et plages de sable blanc, le destin du village de Palma, au nord du Mozambique, est sur le point de basculer. D'immenses réserves de gaz ont été découvertes au large de ses côtes en 2010. Depuis, ce pays, parmi les plus pauvres au monde, se rêve en Qatar africain. Grâce à ce projet, nous aurons un décollage, nous aurons de l'emploi. Parce qu'ici, il n'y a pas de travail, nous dépendons de la mer. Et avec le début du projet, je crois que beaucoup de ces jeunes obtiendront des emplois. En quelques années, Palma s'est déjà transformée, avec le raccordement au réseau électrique, une nouvelle route asphaltée, une banque, des hôtels et des restaurants. Mais pour l'instant, il reste vide. Les projets ont pris beaucoup de retard. Avec la chute des cours des hydrocarbures, les multinationales ne cessent de repousser leurs investissements. Les centaines de familles du village ont pourtant accepté de céder la place aux usines de liquéfaction et aux centrales électriques, non sans quelques réserves. Vous avez vu la taille de nos cocotiers, de nos manguiers, de nos cajoutiers. Ici, nous cultivons des haricots. Tous les produits, tous les aliments, nous arrivons à les faire pousser. Mais là-bas, nous ne savons pas s'il y aura de quoi produire tout ça. Autre conséquence des retards d'investissement, le gouvernement s'est fortement endetté en pariant sur la future manne gazière. 2 milliards de dollars ont été empruntés secrètement au mépris de la constitution mozambicaine et des lois budgétaires. Ces révélations ont provoqué une crise avec le FMI et la plupart des bailleurs de fonds ont suspendu leur aide. Il va falloir beaucoup de temps pour que les Mozambicains voient sur leur table les bénéfices de l'extraction du gaz. Car le gouvernement va d'abord devoir utiliser les recettes pour rembourser ses dettes des années antérieures. Quand les gisements ont été découverts, les premières estimations tablaient sur du gaz liquéfié à l'export dès 2016. Désormais, ce ne sera pas avant 2022, dans le meilleur des cas. De quoi retarder d'autant le développement du Mozambique, où la moitié de la population vit toujours sous le seuil de pauvreté. Le Forum économique mondial a pris fin à Durban, en Afrique du Sud. Ce sommet s'est achevé avec l'espoir de la mise en œuvre de solutions pour une économie africaine plus prospère et qui fasse de l'inclusion une réalité dans tous les secteurs. Suivant cet élément. Le Forum économique mondial a pris fin avec beaucoup d'espoir quant à une mise en œuvre de solutions idoines pour une économie africaine plus prospère et qui fasse de l'inclusion une réalité dans tous les secteurs. Eh bien, je pense que le thème de ce forum est d'avoir des leaders responsables et réactifs, des leaders qui conduiront leur économie vers une croissance inclusive. L'événement de 3 jours, en résumé, était articulé autour de nombreuses sessions dont les débats ont tourné autour de la pauvreté en Afrique, tout en conservant à l'esprit l'importance d'investir dans différents secteurs pour créer diverses opportunités.
Les citoyens ordinaires commencent à poser des questions importantes à leurs dirigeants à propos de leurs responsabilités. Est-ce que ces leaders sont réactifs? Peuvent-ils rendre des comptes sur leurs activités? Pour certains, l'économie des pays sur le continent est similaire à un chemin très accidenté et accompagné de beaucoup d'incertitudes. Il a donc été question de risques potentiels et de défis auxquels il faut faire face et de la voie à suivre qui devrait être l'inclusion. La colonisation nous a laissés avec des infrastructures conçues pour exploiter les matières premières du continent. Il n'était aucunement question de favoriser la croissance et le commerce interrégionaux. Nous devons donc établir des liens entre nous, la route, le chemin de fer, les facilités de commerce et assouplir les passages aux frontières. Et nous devons également coopérer pour promouvoir le développement industriel qui soutient les chaînes de valeur régionales, comme je l'ai déjà dit. Une chose est sûre, l'Afrique aura besoin de politiques radicales de transformation économique pour pouvoir sortir du bourbier qui entrave sa croissance actuelle. À l'international, plus précisément en France, il a 39 ans. Emmanuel Macron est devenu le plus jeune président élu à la tête de la France. Le centriste a battu Marine Le Pen du Front National à l'issue du second tour de la présidentielle en France dimanche. À 39 ans, il devient le plus jeune président élu à la tête de la France. Le centriste Emmanuel Macron a battu Marine Le Pen à l'issue du second tour de la présidentielle en France ce dimanche. Le candidat d'En Marche a recueilli un peu plus de 65% de voix. Son adversaire de son côté a obtenu 33,9%. C'est une personnalité inconnue il y a encore 3 ans et qui se définit comme et de droite et de gauche qui accède à l'Élysée. Emmanuel Macron succède ainsi à François Hollande, dont il a été ministre de l'économie de 2014 à 2016. Le président élu défend une ligne pro-européenne et un programme libéral, aussi bien sur le plan économique que sur les questions de société. Il est en couple avec Brigitte, de 24 ans, son aînée. Un plus haut magistrat de Catane, en Italie, a ouvert une enquête sur une probable collusion entre certaines ONG et des passeurs de migrants clandestins accusés d'être des trafiquants d'êtres humains. L'enquête devrait situer les responsabilités. Ils font partie des centaines de personnes qui tentent quotidiennement de traverser la Méditerranée. Depuis quelques jours, les ONG qui leur portent secours sont au cœur d'une polémique. Le procureur de Catane, en Sicile, les accuse de complicité avec les passeurs libyens et demande l'ouverture d'une enquête judiciaire. Il serait très utile d'identifier et de comprendre d'où viennent les sources de financement des ONG créées dernièrement. Parmi le personnel des organisations non gouvernementales, il y a des gens qui ne sont pas forcément philanthropes. Nous devons donc enquêter là-dessus. Le parquet affirme que les ONG mènent leurs opérations de sauvetage avant même de recevoir l'alerte des gardes-côtes. Les organisations humanitaires, quant à elles, démentent ces accusations. Toutes ces polémiques, on ne les comprend pas très bien, on ne sait pas exactement pourquoi. Maintenant, on nous accuse d'être des taxis de la Méditerranée, alors que, comme vous l'avez vu ce matin, les bateaux des ONG ramènent aussi des corps et sont donc, plus que des taxis, des cortèges funèbres. Avec le chaos libyen, l'Italie est confrontée à des flux massifs de migrants. Depuis 2013, le pays a accueilli plus d'1 demi-million d'entre eux. La mobilisation ne faiblit pas au Venezuela. Les manifestations pour exiger le départ du président Nicolás Maduro se poursuivent malgré les violences entourant cette vague de protestations. Le bilan s'élève à 36 morts en un peu plus d'un mois. Suivons. Centaines de commerces pillés. Pour les habitants de Valencia, ville côtière à 150 km de Caracas, ce sont des actes de vandalisme. Ils ont fait suite aux manifestations des opposants et aux affrontements avec les forces de l'ordre. Et c'est le gouvernement en place qui est montré du doigt pour son inaction. Les vandales ont tout détruit, tout brûlé. Et c'est horrible ce qui s'est passé. Ils ont tout brisé. C'est une faute du gouvernement. S'il avait été là, ça ne se serait pas produit. Des actes de vandalisme attribués à des jeunes vénézuéliens, alors que le pays souffre d'une grave pénurie d'aliments et de médicaments et d'une inflation galopante. Des pillages qui n'empêchent pas l'opposition de maintenir la pression contre le président Maduro ce week-end. Elle se prépare à poursuivre ces manifestations. Depuis plus d'un mois, le mouvement de contestation réclame son départ ainsi que des élections générales anticipées, ce que refuse Nicolás Maduro.
La dernière initiative du chef de l'État, convoquer une assemblée constituante pour modifier la Constitution, voire remplacer l'Assemblée nationale. Il dit vouloir réconcilier le pays. L'opposant de centre-droit, Enrique Capriles, y voit plutôt une manœuvre pour repousser les élections et se maintenir au pouvoir. Nous revenons sur notre plateau. Nous sommes accompagnés du pasteur Jean-Claude Licré. Il est présent pour nous parler d'un pèlerinage en Israël qui s'y tiendra du 9 au 17 août 2017. Bienvenue, pasteur. Merci, Blanche. De prime abord, la question qui nous vient à l'esprit, pourquoi ce pèlerinage? Merci pour la question, elle est très importante. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de pèlerinages. Et ces pèlerinages n'ont pas le même caractère, ces pèlerinages n'ont pas le même sens. Nous avons des pèlerinages où les gens vont simplement en tourisme et ils reviennent pour tout juste satisfaire quelques plaisirs. Mais ce que nous voulons dire ici, ce pèlerinage, il est tout spécial. C'est un pèlerinage qui véritablement est mis en place pour que toutes ces personnes qui savent que le christianisme existe et que ce christianisme est venu de quelque part, connaissent un peu l'origine. Parce que quand on parle du christianisme, au centre du christianisme, nous avons Jésus-Christ. C'est toute une vie. Et ce Jésus, nous devons savoir d'où il est venu. Et c'est très important. Ses origines. Et Dieu donc a choisi ce peuple d'Israël. C'est là-bas que Jésus est venu. Et la Bible dit que le salut nous vient des Juifs. Jésus est venu pour sauver les Juifs. Et comme ils n'ont pas accepté ce salut, nous qui n'étions pas normalement destinés à ce salut-là, nous l'avons reçu. Et donc nous qui avons eu ce salut, nous sommes aujourd'hui, nous avons pour référence la Bible. Mais cette Bible nous parle de beaucoup de choses. Jésus a fait son ministère en Israël. Il a fait des miracles. Il a sauvé des personnes. Et donc, nous devons nous rendre à ce lieu-là, Israël. Nous devons nous y rendre pour savoir qu'est-ce qui a été fait dans le seul but d'affermir et de fortifier la foi de toutes ces personnes qui sont des chrétiens, ou bien même qui ne sont pas des chrétiens, mais qui veulent effectivement se rendre compte de ce que nous disons de Jésus. Il a vraiment existé. Il est venu sur la terre en tant qu'homme, Dieu descendu sur la terre en tant qu'homme, il a existé, et partout où il est passé, le tombeau où il a été enterré, et il a été ressuscité, tous ces lieux-là ont besoin d'être visités pour que les gens comprennent qu'en réalité, quand on parle de Jésus, c'est une réalité, ce n'est pas quelque chose qui a été inventé. Donc c'est très important, il faut y aller pour que notre foi soit affermie, il faut y aller pour que nous puissions connaître les origines de celui que nous suivons, qui est au centre du christianisme, que nous appelons Jésus-Christ. Donc c'est pour cela que ce voyage-là est organisé, pour que tous ceux qui sont intéressés puissent maintenant prendre leur disposition. Et à quoi le peuple de Dieu doit s'attendre lors de ce voyage? Déjà, lors de ce voyage, tous ceux qui vont y participer auront droit à visiter beaucoup de sites. Entre autres, quand nous sommes en Galilée, nous allons à Nazareth, et à Nazareth, nous allons visiter la basilique de l'Annonciation. Nous trouvons dans ce lieu une grande basilique qui marque le lieu où Marie a reçu la visitation de l'ange Gabriel. Donc les gens verront ça, là où elle a reçu l'ange Gabriel. Ensuite, nous aurons la visitation de l'église de la synagogue, lieu où Jésus a prêché à l'âge de 12 ans. Vous avez appris dans la Bible que Jésus a prêché à l'âge de 12 ans. Donc ça s'appelle l'église de la synagogue. Les gens verront cette église où Jésus a prêché à l'âge de 12 ans. Nous n'allons pas tout citer, hein. Il faudrait que les gens soient surpris aussi. Oui, bien sûr, ça veut dire qu'on va réserver quelques sites surprises. Mais je dis bien, on ira également à Capernaum, comme vous le dites si bien. On ne va pas citer tous les sites. Nous irons à Capernaum où Jésus a fait beaucoup de miracles. C'est là-bas que la guérison de la belle-mère de Pierre et de la fièvre a eu lieu. Et le paralytique qu'on a fait passer par le toit, c'est toujours à Capernaum que ça s'est fait. Et c'est là-bas que Jésus a passé le maximum de temps dans son ministère. Les 3 années, c'était donc à Capernaum. Et nous allons également à Jérusalem. Vous savez, à Jérusalem, c'est la grande ville. Et donc, quand nous arrivons à Jérusalem, nous allons visiter le mont des Oliviers. C'est sur ce mont-là que Jésus a été enlevé. Plusieurs sites à visiter. C'est sur ce même mont-là qui va revenir. Et quand vous êtes sur le mont des Oliviers, vous voyez la muraille de Jérusalem qui est entourée. Et vous voyez le dôme de rocher. À l'intérieur, vous avez le dôme de rocher. C'est là que Jésus va redescendre pour juger l'humanité entière. Alors, quand vous arrivez là, c'est vraiment quelque chose de très émouvant. Et je vous assure que quand vous êtes à ce lieu, vous ne pouvez pas ne pas tomber sous l'onction. Juste en bas, vous avez Gethsemane, et Gethsemane également que nous avons visité, celui qui est marqué par l'église des nations. Donc à Gethsemane, il y a une église qui est installée, qui s'appelle l'église des nations. Donc sur chaque site, il y a des églises. Mais ce qui est un peu aussi intéressant,
ou bien qui pourrait même étonner aussi les gens. En même temps que nous avons les églises, il y a aussi les Arabes qui ont mis quelque chose à côté. Voilà, donc c'est ça aussi un peu les petites oppositions. Même quand vous allez au lieu du crâne, c'est-à-dire à Golgotha, quand vous arrivez à Golgotha, vous allez voir que sur le lieu du crâne, maintenant, ils ont commencé à construire une petite mosquée. Et donc, nous allons également visiter le jardin du tombeau. Et là, encore, c'est très émouvant, vous allez voir le tombeau de Jésus-Christ qui est vide. Vous ne trouverez aucun os dans ce tombeau, mais le monde déferle. Voilà pourquoi nous disons que ce voyage n'est pas sélectif en tant que de façon qualitative. Mais je veux dire que quand on dit que ce n'est pas sélectif, tout le monde est concerné. Les religions, tous ceux toute personne. Voilà, puisque nous parlons de Jésus. Et donc quand on parle de Jésus, il faut que les gens aillent sur le terrain pour savoir ce Jésus-là, d'où il vient. Donc nous partons pour marcher sur ses pas. Il n'y a pas de personnes visées. Il n'y a pas de personnes visées, tous ceux qui peuvent avoir les moyens, qui sont sérieux et qui pensent que leur avenir dépend de ce Jésus qui nous a donné la vie, ils peuvent y aller pour que leur foi soit renforcée ou alors pour avoir la foi. Parce que la Bible déclare que la parole, quand tu l'as entendue, c'est elle qui va faire naître la foi. Donc Jésus même, il a fallu qu'il fasse des miracles pour que certaines personnes croient. Donc pour que des gens croient, ils ont aussi besoin de se déplacer pour qu'on leur montre que voici là où Jésus a multiplié le pain, là où il a multiplié les différents pas de Jésus. Voilà, les différents pas de Jésus. Miracles. Et même le lac de Tibériade, qu'on appelle la mer de Galilée, ils auront même l'occasion de traverser. Et là, quand vous traversez ce lac-là, à la fin, vous allez avoir un maquis où les gens mangent le poisson qu'on appelle Saint-Pierre. Ce poisson qu'on connaît ici aujourd'hui, le nom Saint-Pierre est quitté là-bas parce que c'est ce lac de Tibériade que Pierre a eu peur de s'enfoncer et il a crié à Jésus. Donc quand vous arrivez, tout est vraiment émouvant. Voilà. Et de là, il faut aller maintenant au mur de lamentation. D'accord, pasteur. Voilà, quelles sont les conditions de participation? Alors, les conditions de participation sont les suivantes. Vous savez, il faut d'abord un droit de participation qui est de 100 000 francs. Ça, c'est le droit d'inscription. Ça, c'est le droit d'inscription. Il n'est pas remboursable. Parce que nous voulons des personnes sérieuses. Nous faisons des choses sérieuses. Et King Voyage, en collaboration, qui organise ce voyage, je dis bien que c'est des structures très sérieuses. King Voyage, en matière de voyage, a déjà beaucoup d'expérience. Donc, quand vous avez affaire à de telles structures et que vous arrivez, prenez toutes vos dispositions. Prenez une décision nette et claire. Vous avez décidé d'aller en Israël. Tout ce que vous allez donner pour aller en Israël, ne vous attendez pas à vous faire rembourser. Donc 100 000 francs, c'est le droit d'inscription. Ensuite, vous avez 1 460 000 francs qui regroupe tout. Tous les frais. C'est-à-dire les visas, le billet d'avion, quand vous arrivez donc en Israël, la réception, les déplacements, parce que vous allez visiter des sites, vous n'allez pas partir à pied. Il y a des cars qui vont vous transporter. Donc il y a tout ça. L'hôtel, tout est inclus. Il y a les hôtels. Le repas aussi. Tout est inclus. Donc c'est tout frais. 1 460 000 francs. Je dis bien que c'est bien donné, c'est donné. Parce que ailleurs, on voit 2 millions, on veut 2 500 000. Mais là, c'est pour aider le maximum de personnes à aller sur les pas de Jésus-Christ et à visiter le pays de Jésus. Donc, allons-y au pays de Jésus pour nous faire le raconter ce que les gens disent, pour douter et puis se poser beaucoup de questions. Est-ce que Plein d'interrogations. Pasteur Licré, nous tendons vers la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter et des éventuels contacts à donner? Voilà, ce que j'ai ajouté, c'est d'inviter déjà le nombre de personnes, beaucoup de personnes, et tous ceux qui pensent que Jésus-Christ, il est réellement leur sauveur. Ils ont besoin de savoir où il est quitté. Même si nous disons qu'il est Dieu. Il a vécu en tant qu'homme. Et en tant qu'homme, il a vécu quelque part. Déjà, j'invite toutes ces personnes-là à y participer. Ensuite, en venant participer à ce voyage, il faut que les gens prennent toutes leurs dispositions. Voilà, dispositions spirituelles. Parce que quand on doit aller en voyage, voilà, il faut se préparer spirituellement. Donc ça, je les invite pour ça. Maintenant, il ne faudrait pas aussi perdre de vue le fait qu'en allant en voyage... L'objectif de ce voyage. Voilà, l'objectif de ce voyage, il peut faire des rapports, revenir avec des rapports pour retenir. Des sujets de prière. Des sujets de prière. Même les gens viennent avec des éléments, des souvenirs. Quand vous allez au Mont Carmel, par exemple, les gens prennent des cailloux. Et maintenant, le contact auquel on peut nous joindre pour qu'aujourd'hui vous puissiez avoir des renseignements, le contact est le suivant. C'est donc le 09, précisé de plus 225 bien sûr, 09 88 68 00. 09 88 68 00, précédé de plus 225, puisque nous sommes en Côte d'Ivoire. D'accord.
Mesdames et messieurs, nous étions accompagnés du pasteur Licré. Il était présent sur notre plateau pour nous parler du grand pèlerinage en Israël qui se tiendra du 9 au 17 août 2017. Merci beaucoup, pasteur, d'être venu sur notre plateau. Et excellente suite de journée. Merci beaucoup. Terminons ce journal avec un mot de sport. Au prochain championnat du monde d'athlétisme de Londres 2017, les entraîneurs aussi recevront des médailles. C'est une première dans cet univers qui jusque-là met plus en avant les prouesses individuelles des athlètes. Les entraîneurs recevront des médailles au championnat du monde d'athlétisme de Londres 2017. Une première dans cet univers qui jusque-là met plus en avant les prouesses individuelles des athlètes. Selon l'I2AF et le comité local d'organisation à l'origine de cette innovation, c'est une forme de reconnaissance pour le travail abattu dans l'ombre par les entraîneurs. C'est une très bonne initiative parce qu'enfin, le dur labeur des entraîneurs sera reconnu. Parce que les gens pourraient penser que les athlètes travaillent et s'entraînent seuls pour gagner des médailles d'or. Or, dans l'ombre, il y a des gens qui les poussent, qui les entraînent, qui les inspirent. Les entraîneurs ne seront pas appelés sur le podium. La médaille sera remise à l'athlète qui, à son tour, la transmettra aux concernés. Le design de cette médaille ainsi que celle des athlètes sera dévoilé au mois de mai. Les championnats du monde de Londres auront lieu du 4 au 13 août prochain. C'est la fin de ce journal. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Excellente suite de programmes sur The Blessing Channel. Dieu vous bénisse.